les déchets. Le nucléaire est la seule technologie qui a été développée sans qu'on sache gérer la totalité du cycle. Par exemple, en ce qui concerne les accidents, le rapport Rasmussen prévoyait la probabilité d'un accident une fois tous les 22 000 ans. Je vous laisse apprécier. Donc on avait tablé sur le fait qu'il n'y en aurait jamais. Le résultat, c'est que quand un accident survient, personne ne sait quoi faire. Que ce soit à Tchernobyl ou à Fukushima, les responsables ont géré au jour le jour, au coup par coup, à tâtons. Et les Soviétiques se sont plutôt moins mal débrouillés que les Japonais. S'agissant des déchets, on a développé cette technologie en pleine conscience du fait qu'on ne savait pas du tout ce qu'on pourrait en faire. Mais que d'ici à ce qu'on en arrive là, on aurait bien trouvé. Le problème, c'est que 40 ans plus tard, on n'a toujours rien trouvé. On n'a même pas avancé d'1 millimètre. Et on est bien embêté. Ces déchets sont dangereux pour environ 100 000 ans. C'est une moyenne, 100 000 ans. La radioactivité a été découverte il y a 1 siècle, 100 ans. Nos cathédrales ont 500 à 600 ans. Les pyramides de l'Égypte antique sont vieilles de 100 000 ans. C'est très peu comparé aux 100 000 ans de nos déchets. Ce qui veut dire que lorsque tous nos édifices auront disparu, quand toutes nos constructions seront retournées en poussière, quand il ne restera rien de nous, ni de notre culture, il restera encore, et pour très longtemps, nos déchets nucléaires. Des déchets mortels comme dernier vestige de notre civilisation. Il n'y a pas de quoi être fier. On a placé les déchets dans des containers, pour la plupart. Il était prévu d'aller les larguer en haute mer, là où c'est le plus profond, mais dans la pratique, ils ont presque tous été largués dans la Manche. Oh, à l'époque, c'était normal. La mer servait de poubelle, tout le monde le faisait. Peut-être que vous vous en rappelez, Greenpeace a beaucoup lutté contre ces pratiques. Il a fallu attendre 1993 pour qu'un traité de l'ONU interdise ces pratiques. Un traité que la France a été la dernière à signer. Quant aux containers, eh bien, ils sont toujours au fond de la Manche. Certains ont été retrouvés. Vides. L'uranium, c'est pas comme le pétrole. Quand on a fini de s'en servir, on n'a pas un réservoir vide. En fait, le volume ne varie pas. On enlève les barres de combustible du réacteur et on les emmène donc à La Hague, où on les stocke en piscine pendant 5 ans, le temps qu'ils se refroidissent. Après 5 ans, on les cisaille, c'est-à-dire qu'on les coupe en rondelles façon carotte Vichy. On les dissout dans un bain d'acide nitrique, ce qui permet de dissocier les différents composants. Et après ce retraitement, qu'est-ce qui reste? Il reste 1% de plutonium, 4% de déchets ultimes et 95% d'uranium de retraitement. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? 1% de plutonium. Deux solutions. Soit il sert à faire une bombe, ah bah c'est quand même pour ça qu'on est là, hein. Soit on le mélange avec de l'uranium pour fabriquer du MOX qui sert dans certaines centrales. L'uranium de retraitement, qu'on appelle aussi l'uranium appauvri, part en voyage et à l'issue d'un périple de 10 000 km, il est envoyé en Sibérie sur le site de Tomset. Là, une partie, 10% environ, est réenrichie et revient en France par le même chemin. C'est-à-dire par la route et par la mer, pour resservir dans les centrales. Le reste, la plus grande partie, le reste est cédé aux Russes et stocké à Tomset en attendant, on ne sait pas quoi. Vous le voyez, le retraitement, on essaye souvent de nous faire croire que c'est un recyclage, mais en fait, on ne recycle que 10 à 12% du volume. L'usine de La Hague est l'usine qui, au monde, a le plus d'autorisation de rejet. Elle rejette beaucoup de déchets de retraitement dans la mer. Quoi interdit? Non, non. Il est interdit de rejeter des déchets depuis un conteneur, depuis un bateau par des conteneurs. Mais si vous rejetez ces mêmes déchets
par une conduite qui part de l'usine et va jusqu'à la mer, là c'est autorisé. Ce qui équivaut à 33 millions de barils de 200 litres chaque année. Elle pollue également l'atmosphère, en rejetant notamment du krypton. Le krypton est issu essentiellement de la phase de cisaillage. C'est tellement polluant qu'on peut connaître le calendrier du cisaillage en faisant des mesures sur le toit de l'université de Genève. Areva affirme régulièrement qu'elle respecte les normes de rejet en la matière. C'est vrai. La question qu'il faut poser, c'est quelle est la pertinence de ces normes? En fait, en matière de radioactivité, il n'y a pas de dose inoffensive. C'est la Commission internationale de protection radiologique qui le dit. Comment on fait pour convaincre les élus? Madame, vous êtes maire de Bure, tenez. Monsieur, vous êtes maire de Saudron, pour vous. Madame, vous êtes conseillère départementale. Madame, vous êtes conseillère régionale. Tenez, vous en voulez encore? Prenez, vous allez construire une bibliothèque, une piscine, une salle des fêtes, une médiathèque. Oh, tout ça, on s'en fout, c'est l'argent des contribuables. Le transport. Et oui, les déchets vont arriver de La Hague jusqu'à Bure, soit 800 km par train. Transporter un colis de déchets radioactifs, c'est un peu comme transporter un paquet de farine. Vous aurez beau faire, vous en aurez toujours sur les doigts. Les déchets de moyenne activité sont transportés dans des containers avec un couvercle clipsé et transportés par une pince qui les tient par ce couvercle. C'est un peu comme de porter un pot de confiture par son couvercle. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis coutumière de ce genre de bêtises et que parfois, le couvercle est mal fermé. Les déchets de moyenne activité, ils émettent de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz explosif dès qu'on dépasse 4% de concentration. Et là, on va les entreposer dans un endroit confiné, à 500 mètres sous terre. Si on dépasse les 4%, il suffit d'une étincelle pour que ça explose. Le risque d'incendie. Oui, un incendie en feu. Il suffit d'un véhicule qui prend feu, d'un court-circuit. Qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait un incendie au fond, à proximité des déchets radioactifs? Andra a calculé si ça arrivait à 2 heures pour évacuer le personnel et éteindre. C'est presque rien, quand on sait tout le temps qu'il faut pour remonter de 500 mètres de profondeur. Et ce risque n'est pas théorique. C'est déjà arrivé. Aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, il y a un projet similaire, mais 10 fois plus petit, qui stocke des déchets issus du nucléaire militaire, le WIP. Il y a 2 ans, en février 2014, il s'est produit une explosion ou un incendie au fond. On ne sait pas très bien, on ne sait pas non plus pourquoi. Toujours est-il que depuis plus de 2 ans maintenant, ça brûle au fond. C'est l'option qu'ont choisi les Américains. Depuis plus de 2 ans, le WIP rejette des fumées radioactives dans l'atmosphère. La reprise de criticité. Pour faire court, la réaction en chaîne reprend. Elle repart, mais sauvagement, comme un train fou lancé sur des rails. Le risque n'est pas énorme, mais il existe. Et une chose est sûre, si ça arrivait, elle serait impossible à contrôler. Il n'y aurait rien à faire. À force de taper du poing sur la table, les associations qui luttent contre ce projet ont réussi à savoir que l'ANDRA fait actuellement des réserves foncières via la SAFER, je dirais plutôt avec la complicité de la SAFER, et on en est à 3000 hectares. Ah, 3000 hectares, c'est déjà plus plausible. 1,5 fois Notre-Dame-les-Landes. Pourquoi la France s'obstine-t-elle, contre tout bon sens et malgré tous les risques que cela représente, à démanteler ces centrales à la minute même où elle les arrête et à vouloir absolument un enfouissement géologique profond? Pourquoi? Eh bien parce que la France n'est pas seulement consommatrice d'énergie nucléaire, elle est aussi vendeuse. Et ce qu'elle vend, c'est un slogan, le retour à l'herbe.